Les amis, le rugby est un sport de voyous joué par des gentlemen, nous dit-on. Écoutez, moi je pense que c'est sans doute vrai. Nous avons l'immense chance aujourd'hui d'être à Gradignan, dans cet environnement de nature, au siège de la Ligue Aquitaine de rugby. Et nous avons justement avec nous l'un de ces gentlemen. Un gentleman qui a un passé riche, puisqu'il a été champion de France en 1991 avec le CA Bègles Bordeaux-Gironde. Sébastien Conchy, merci de nous avoir fait confiance à Qui-Télé. Et qu'est-ce qu'on est content de vous recevoir. J'étais samedi à Chaban-Delmas, vous y étiez sans doute, on va se dire tu, allez, on va oublier le vouvoiement. Tu y étais sans doute aussi. Et il y a 31 ans, vous étiez champion de France. J'ai tout de suite envie de te poser une question. Est-ce que l'UBB peut être champion de France cette année, en 2022 ? Est-ce que c'est jouable ? Incontestablement, l'UBB fait partie des équipes qui peut légitimement briguer le titre de champion de France. Après, la course est assez longue. Ils ont une petite période de creux. J'espère qu'ils vont, en récupérant toutes les forces vives, j'espère qu'ils vont retrouver leur irrésistibilité du début de saison. Ouais. Mais effectivement, ils ont potentiellement une chance. Après, Toulouse reste Toulouse. La Rochelle m'impressionne aussi. Donc il y a 3-4 équipes, avec le Racing aussi, je crois qu'il y a 4 équipes qui sont potentiellement, en tout cas à ce jour, en capacité d'être champion de France. Mais le rugby a ça de particulier, c'est que les phases finales, n'en déplaise aux footballeurs qui eux, sont contre les phases finales, en tout cas les rugbymen, nous on adore ça parce que ça laisse planer évidemment le doute. Et même si Montpellier est premier aujourd'hui, rien n'est acquis. Et je crois que les phases finales vont être assez intéressantes. Alors vous aviez un groupe en 1991 que j'ai envie de dire que tout le monde connaît. Évidemment, la première ligne, les fameux Raptou, oui. Les crânes rasés, Vincent Moscato, Serge Simon, Philippe Gimbert, qu'on connaît un peu moins parce qu'il est un peu moins médiatique, oui. Bernard Laporte, on les connaît. Toi, dans les instances fédérales, tout le monde te connaît, mais tu n'es pas très médiatique, Sébastien. Tu n'as jamais véritablement recherché la lumière? Tu es plutôt un homme de l'ombre? Non, je suis plutôt un homme de l'ombre. Et puis c'est compliqué d'être médiatique à côté de trois phénomènes que sont Bernard Laporte, Serge Simon et Vincent Moscato quand même. Oui, c'est vrai. Toutes les équipes n'ont pas la chance d'avoir trois personnalités médiatiques dans le même effectif au même moment. Donc pour émerger médiatiquement, c'était compliqué, mais on traite de plaisanterie. Je crois que je suis plutôt quelqu'un d'un peu en retrait par ma personnalité. Oui. Voilà. En tout cas, beaucoup moins exposable que ces trois. Pourtant, tu pourrais être bankable, là, t'es beau mec, tu présentes bien, tu parles bien. T'aurais pu toi aussi avoir une telle destinée. Peut-être que là, tu n'es pas ta personnalité. Mais la vie fait que j'ai embrassé une carrière plutôt dans la banque. Et donc ça m'a apporté autre chose que l'exposition médiatique. Voilà. Donc j'ai travaillé dans l'industrie, je travaille dans la gestion de patrimoine, dans la banque, donc pas dans les médias. T'as été sérieux. Ah non. T'as été le contraire de Vincent Moscato. Dans les médias, c'est pas parce qu'on travaille dans les médias qu'on n'est pas sérieux. Mais en tout cas, moi j'ai embrassé une carrière un peu plus classique, voilà, qui sont liées à mes études, voilà, aussi. Alors on va revenir bien sûr. Faire un monde, c'est pas ça comme ça qu'on dit. Oui, on va revenir un peu sur ce titre de 91. Moi, je m'en souviens, j'avais déjà 25 ans. J'étais devant ma télé. Ouais. Le Stade Toulousain, qu'on aimerait tellement plumer cette année. On aimerait bien avoir la même finale, vous voyez, 31 ans après, là. L'UBB contre le Stade Toulousain. Christophe, je te rappelle que, si je dis pas de bêtises, les deux finales auxquelles Bègles a participé, ils ont joué contre le Stade Toulousain, ils ont gagné les 2 fois. Donc si la prophétie pouvait se réaliser cette année, à savoir qu'on affronte le Stade Toulousain en finale, ce serait pas mal. Voilà. Écoute, on n'étions pas jamais 203. Hein, raconte-moi l'entrée dans les... Alors ça se joue au Parc des Princes en 91. Exactement. Le président c'est François Mitterrand. Oui. Et raconte-moi l'entrée. Moi j'ai revu les images. T'es comment là quand tu rentres sur le terrain? On est évidemment... T'as joué le match 10 fois dans la tête ou pas? On le joue avant, et puis ensuite tout s'éteint. Et on est dans l'action. Et après on se dit mince, c'est passé trop vite. Donc en fait c'est un sentiment qui est assez partagé, c'est-à-dire que il ne me reste plus beaucoup d'images de cette finale. Je me souviens très bien que... t'es pourtant extraordinaire sur cette finale, tu fais un match énorme.
Bah, Tu es sur les 2 essais. C'est gentil. Mais, ouais, mais Le premier essai de Courtiol, le deuxième essai de Mougeot, tu es sur les 2 essais. Oui, c'est ça. Mais écoute, on avait une force collective qui était incroyable. Je crois qu'on était animé par une foi commune. Et quand on a 15 ou 20 bonhommes qui sont animés par une foi commune, bah, ça peut, comme on dit, soulever des montagnes. Parce qu'on était une génération assez uniforme. Il y avait, comme je te l'ai dit tout à l'heure, à part Coco Delage qui était un petit peu plus âgé que les autres et François Labatte, une personne iconique de l'ancien CABB, G. On était à peu près de la même génération, donc on était obnubilés par le même objectif et on avait foi dans nos forces et dans nos compétences et on était mobilisés pour gagner ce titre. Et je crois qu'on n'a pas volé ce titre à Toulouse. Je crois qu'on a globalement dominé la finale. Voilà. Alors moi, quand je regarde les images de cette époque-là, il y a 31 ans, il y a déjà une chose qui me surprend, c'est que tu pesais pas 125 ou 130 kilos, tu mesurais pas 2 mètres. Bon, t'es grand, bien sûr, tu fais 1,87, c'est ça? Ouais. Mais bon, je dirais, t'es un mec normal. Je suis normal. Quand tu regardes les bestiaux qu'il y a aujourd'hui à l'UBB, comment s'appelle le gars qui joue à La Rochelle? À Skelton. 2 mètres 05, 140 kilos. On n'avait pas des bestiaux comme ça. Le rugby a quand même changé un petit peu. C'était beaucoup plus exceptionnel. Ouais. Bah oui, mais le rugby, on ne fait pas le même sport. Il faut être tout à fait honnête. Enfin, moi, si vous voulez, quand aujourd'hui on essaie de comparer ce qu'on faisait avec ce qu'ils font aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Franchement, c'est pas le même sport. En matière de temps de jeu, en matière de volume, en matière d'organisation défensive, enfin, c'est pas du tout la même chose. Donc, il faut pas dire. C'est la professionnalisation du rugby qui a changé les choses. C'est normal, c'est une bonne chose. C'est beaucoup plus médiatique, c'est beaucoup plus lisible, il y a beaucoup plus de temps de jeu. Les joueurs courent beaucoup plus, il y a moins de bagarres, il y a moins de présence dans les. On passait beaucoup de temps à se maillotcher quand même, non? Ouais, mais parce que le côté psychologique était important et il y avait ce vieux Roland. T'avais pas la vidéo aussi, tu pouvais aligner. Ce vieux Roland on est à la maison donc on passait ses marchés dessus. Enfin bref, c'est tous ces clichés un peu qui sont rigolos a posteriori 30 ans après. Mais moi je trouve que le rugby aujourd'hui est un sport magnifique. Évidemment avec le développement du professionnalisme, avec la musculation, avec la volonté d'aller chercher les plus gros potentiels, finalement, effectivement, les gabarits moyens se sont étoffés. Voilà, ça fait partie de. Tu pourrais rejouer aujourd'hui avec un tel gabarit en flanqueur comme tu le faisais à l'époque Bien sûr, mais je ferais 5 ou 10 kilos de plus. Tu ferais plus de muscu? Plus de muscu, et puis je m'entraînerai tous les jours. Tu ferais quoi? Tu faisais 87 kilos à l'époque, tu monterais à 100? Non, je suis à 95, je serai à 105 maintenant. Ouais. Voilà, parce que grosso modo c'est ça. Je suis à peu près le même gabarit que Thierry du Sautoir, qui était un joueur extraordinaire, qui n'était pas non plus de montagne, mais qui était un phénomène. Donc voilà, je pense que c'est voilà, à chaque, enfin de toute façon, à chaque époque, les meilleurs joueurs font le nécessaire pour être compétitifs. Donc voilà, moi je trouve que aujourd'hui les joueurs de rugby sont des molosses, mais après c'est lié à l'évolution des gabarits, c'est une bonne chose, Et puis moi je trouve que c'est un sport qui est encore plus magnifique qu'il n'était. Alors la notion de gentleman, on a commencé cette émission en disant un sport de voyous joué par des gentlemen. Je ne sais pas qui a eu cette fantastique idée de personnifier le rugby ainsi. Je ne sais plus qui a dit ça. Mais cet esprit de gentleman qu'on n'a pas toujours au foot, alors l'esprit de troisième mi-temps, la solidarité, tiens toi par exemple, vous êtes tous restés en contact avec les anciens de Bègle en 1991, beaucoup se sont retrouvés à la Fédé. Est-ce que cet esprit rugby vous donne, vous relie vraiment à la notion de gentleman? Je crois que oui. Le côté gentleman, c'est souvent lié aussi au fait qu'on n'était pas professionnel et qu'on était obligé de travailler. Et en travaillant, on se lie avec la société et on a des rapports avec les gens en dehors du monde du rugby. Si on reste dans ce microcosme, on se sclérose. Et je crois que ce qui fait un peu ce qui faisait la beauté du rugby, c'était qu'on était en capacité à la fois d'être dans notre microcosme rugby et qu'on allait voir ailleurs. Et quand on va voir ailleurs, on s'aperçoit que finalement, on est quand même des privilégiés.
et que notre petite entre guillemets cocon, la vraie vie c'est pas ça. Donc je pense que c'est probablement ça, cette capacité à se mêler à la société, à être en phase avec la société et pas déconnecté complètement, qui fait qu'aujourd'hui les rugbymen, en tout cas tel que nous étions nous, notre génération, on est bien intégrés dans la société. Et on a, voilà, je pense que on en est plutôt content et fier. Voilà. Tu parlais de bagarre, par exemple, quand vous alliez à Mayol, c'était l'endroit spécifique par excellence où on était bien reçu, je crois que ça n'a pas changé d'ailleurs. La bagarre, c'était sur le terrain. Toulon a toujours été un antre pour bien recevoir ses visiteurs. Oui, mais il y avait la bagarre sur le terrain. Il faut féliciter les Toulonnais pour cette empathie. Il y avait des champs et compagnie, il y avait des joueurs de ce type-là dont je me souviens qui ne donnaient pas leur part aux chiens en général. Après, ça a structuré aussi la psyché collective autour du rugby, du muguet, des couleurs de Toulon, du rugby du Sud-Est. Mais c'était pas propre à Toulon, ça existait aussi à Nice, ça existait partout dans le Sud-Est. Oui. Ça fait partie un peu de l'ADN, un peu de rugby. Mais tu avais la bagarre sur le terrain, mais une fois le match terminé, good game, comme disent les Anglais, bon match, et puis ça s'arrête, quoi. Ça, heureusement que dans la grande majorité des cas, c'est comme ça. C'est-à-dire que le combat reste dans le petit périmètre du carré vert, comme on dit. Parce que c'est là qu'il faut s'expliquer, et puis ensuite c'est autre chose, on passe à autre chose. C'est pas, le rugby, c'est quand même pas la chose la plus importante du monde, quoi. Une grosse différence aussi, c'est le phénomène des supporters. On voit bien en football, cette saison notamment, des incidents à n'en plus finir, du racisme dans les tribunes. Il n'y a rien de tel dans le rugby. On le voit à Chaban, les supporters des deux camps sont côte à côte. Le match de Coupe d'Europe avec La Rochelle, les Rochelais côtoyaient les supporters de l'UBB. Toujours le bon état d'esprit. Les mecs arrivent dans le stade avec le verre de bière à la main. On ne peut pas imaginer ça au foot. Il faut que le rugby reste comme ça. Ouais. C'est une caractéristique vraiment de ce sport et d'autres sports. Hein. J'imagine que le foot est à de stade particulier, c'est que je crois que finalement c'est devenu un tel enjeu financier, d'évolution sociétale que les gens sont devenus dingues, quoi. Et, ils sont devenus dingues. Voilà. Il faut vraiment que les tribunes d'un stade restent des endroits où les gens peuvent échanger, peuvent partager, peuvent communier, et surtout sans violence. Stanley Kubrick avait fait un film, tu t'en souviens, Orange Mécanique, qui montrait les travers de la société et l'extrême violence. Ouais. Est-ce que le sport est un petit peu le reflet de cette société violente? Et paradoxalement, dans un sport qui est a priori plus violent, le vote, il y a moins de violence dans les tribunes. C'est un peu paradoxal, hein, quand on y réfléchit. Vouloir imaginer une seule seconde que le sport peut être exonéré des fléaux de la société, c'est illusoire. C'est utopique. Donc évidemment, le sport n'est pas épargné. Il est un petit peu préservé, mais pas épargné. Je crois qu'il faut que les dirigeants des différentes fédérations prennent ça à bras le corps. Après, tous les sports se sont professionnalisés. Ouais. Quand on dit professionnalisation, on dit carrière, on dit pognon. Et donc, ça fait un peu monter la tête à certaines personnes. Donc certaines personnes y voient une capacité à faire carrière, et c'est ce qui probablement est un peu préjudiciable, parce qu'aujourd'hui ça exacerbe les comportements de haine, de racisme, d'intolérance, de communautarisme, voilà, et ça c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. Vous savez, moi je dis toujours, et je ne suis pas le seul à le penser évidemment. Moi j'ai joué en rugby avec des noirs, des musulmans, des athées, des homosexuels. Et ça se disait pas, par exemple. L'homosexualité dans le rugby, je crois qu'un des premiers à l'avoir dit, je crois que c'était un Gallois, je ne sais plus qui c'était. Oui, je crois que c'était un joueur gallois. Oui. À avoir fait son coming out, je me souviens plus du nom du gars, il y a une quinzaine d'années, mais tu ne disais pas, c'était tabou. L'homosexualité, non, il ne faut pas dire, c'est pas parce que ça ne dise pas que c'est un tabou. Ouais. L'orientation sexuelle, on s'en foutait. Peu importe, on s'en fout. C'est pas un sujet. Le sujet, c'est on est sur un terrain, qu'on soit blanc, noir, de quelque religion qu'on est, de quelque appétence culinaire ou de quelque orientation, voilà, on s'en fout, c'est pas ça le sujet. Et aujourd'hui, je pense que le sport, c'est un formidable véhicule pour la fraternité des gens.
Et je pense que ce n'est pas suffisamment utilisé par nos politiques. Voilà. Dans la grande majorité des cas. Alors, on met peut-être à part un peu les comportements déviants du foot, où effectivement il y a une certaine frange de population qui exacerbe les couleurs, les orientations ou autres. Mais en dehors de ça, la grande majorité des spectateurs de foot sont des gens tout à fait corrects, oui, tout à fait tolérants. Bien sûr, bien sûr. Voilà, Bien sûr. donc faut pas se faire, Surtout à Bordeaux. Il ne faut pas faire d'amalgame. Alors à Bordeaux ou ailleurs même. Il ne faut pas faire d'amalgame. Calme dans l'ensemble. Il ne faut surtout pas faire d'amalgame. Voilà, donc je pense que le sport est un formidable outil pour améliorer les liens avec des gens les uns et les autres, pour qu'on puisse vivre un peu plus en paix dans cette société, qui est une société qui est devenue de plus en plus violente, effectivement. Alors, tu disais dans une de tes rares interviews, parce que nous le disions au début de l'interview, tu n'es pas très médiatique, tu n'es pas un mec qui parle beaucoup, ni à la télé, ni qui ne se répand pas dans les journaux. Le rugby est un formidable vecteur d'intégration. Tu aurais réussi professionnellement sans le rugby. Est-ce que le rugby t'a aidé davantage, t'a ouvert davantage de portes? Tu prends un exemple où tu vas mélanger le sport et le boulot. Tu vas, après ta période béglaise, tu t'en vas, je crois, sur la côte varoise, enfin exactement, Aix-en-Provence. Et là, tu vas avoir un super poste, et en même temps, tu vas être président d'un club de rugby qui, je crois, est le club de rugby d'Aix-en-Provence. Faut pas inverser. Alors, qu'est-ce qui prédomine? Il ne faut pas inverser, Christophe. Je pars de Bordeaux pour suivre une opportunité professionnelle. Et non l'inverse. Je me dis à l'époque, en arrivant à Aix, finalement, si j'ai envie, j'ai 32 ans, si j'ai envie de continuer le rugby, pourquoi pas. Et donc je suis à Aix-en-Provence. Et Aix-en-Provence, ils ont à l'époque en Fédéral 2, ils jouent pour pas descendre. Oui. Voilà, donc on ne peut pas dire que ce soit une opportunité. C'est pas une promotion. C'est pas une promotion rugbystique. Voilà. Mais j'ai rencontré des gens formidables, notamment le président Lucien Simon et d'autres joueurs avec qui je me suis régalé. J'ai passé des journées formidables et des moments formidables. Et c'est aussi un moyen de s'intégrer socialement. Il ne faut pas se faire d'illusions. Moi, j'ai aussi continué à faire de rugby à Aix-en-Provence pour me faire des relations aussi. Et on a été intégrés pendant 10 ans, on est resté dans cette région-là pendant 10 ans avec toute la famille, et ça a été des moments extraordinaires. Donc oui, le rugby est un moyen de mieux s'intégrer socialement, mais ça n'a jamais été pour moi un moyen de gagner ma vie. Voilà. Bien sûr. Bon, on va parler un petit peu de la Coupe du Monde, parce qu'on est obligé de le faire. On a parlé du bébé, mais on est maintenant un an de la Coupe du Monde, qui se déroule en France pour la deuxième fois. Alors, la dernière fois, c'était en 2007. Ouais. Malheureusement, on se fait puer par les Anglais, nos chers amis anglais, en demi-finale. Après, on a battu les Blacks en quart en faisant un exploit. Et justement, le 8 juillet 2023, match d'ouverture, je suis sûr que tu vas y être. Ça sera au Stade de France. On se cogne les Blacks au premier match. C'est une bonne chose de se cogner les Blacks, ou franchement, il y a mieux comme entrée en matière? Qu'est-ce que tu en penses? De toute façon, pour être champion du monde, il faut tout gagner. Mais c'est pas un peu tôt dans la compète de se ramasser les Blacks au premier match, alors qu'on n'est pas forcément... Souvenons-nous, en 2007, on pomme contre les Argentins au premier match. Ouais. Mais d'un autre côté, et après, ça nous a suivis finalement. D'un autre côté, d'abord, on est en France, on a probablement un groupe qui j'espère qu'on va continuer à s'améliorer, mais qui a une capacité à relever un certain nombre de défis. On n'est pas trop favori. T'as pas un peu... Franchement, est-ce que la France n'est pas jamais aussi bonne que quand elle n'est pas favorite? C'est vrai, mais... Parce que là, on a l'étiquette de l'équipe à battre. Ouais, Christophe, il faut aussi se dire qu'on a quand même... On a quand même un collectif extraordinaire. On a un collectif extraordinaire avec des joueurs incroyables. Ouais. Ils ont un mental de feu. Ils sont particulièrement brillants sur le terrain. Enfin, je trouve que les planètes semblent s'aligner. Ouais. Donc à un moment donné, il ne faut pas non plus nous reprocher d'être favoris. Ce qu'on vénère chez les Blacks, c'est qu'ils sont toujours favoris. Il ne faudrait pas qu'on se reproche, nous d'être favoris. Non, moi je ne crois pas. Je crois que le match, d'ailleurs que la France gagne ou perde contre les Blacks, ce ne sera pas rédhibitoire. Non, absolument pas. Mais tu vas être dans un tableau plus compliqué si tu ne termines pas premier de la poule, selon toute vraisemblance. Sans doute, il faudra mieux terminer premier pour avoir des huitièmes de finale plus aisés. Je pense qu'on commence. C'est l'écart, c'est pas comme la Coupe du Monde, c'est le quart. Ouais, voilà. C'est l'écart. Oui, de toute façon,
De toute façon, on sait très bien que les grosses équipes à battre, ça va être Australie, Afrique du Sud, Angleterre, Irlande peut-être. L'Irlande sans doute. Ils ont une grosse poule. Ils ont une très grosse génération aussi, l'Irlande. Ouais. On le voit bien avec le Leinster en finale. Bon, c'est pratiquement l'équipe d'Irlande, hein. Ça va jouer ce samedi. Hein. Ils ont une grosse poule. Ils ont l'Afrique du Sud et l'Écosse, si je dis pas de bêtises. Oui. Crois, hein. Donc, après, il y a 1 an et demi encore. Mais après, c'est vrai que si on a quelques blessures aussi, si on a la chance d'avoir des blessures, voilà, on a quelques joueurs iconiques Dupont-Ntamak, qu'est-ce qu'on n'a jamais eu, et en plus avec Jalibert derrière, c'est incroyable. Tu as 2 joueurs au même poste de numéro 10, alors je n'ose dire d'équivalent de valeur, mais franchement entre Ntamak et Jalibert, c'est pareil. Jalibert en pleine possession de ses moyens. Je n'ose dire, je ne sais pas si c'est inférieur à Ntamak ou supérieur, mais bon, c'est très équivalent. C'est très équivalent. Voilà. Non, puis même en 2000, on a quelques jeunes le petit Garec qui pointe son bout de nez. Enfin, mais à tous les postes, c'est intéressant. On a un alignement de planètes, donc on croise les doigts. On espère que ça va continuer, mais le boulot qui est fait aujourd'hui par tout le staff de Fabien Galtier et de Rafael Ibanez est fantastique. Je crois que les joueurs semblent adhérer vraiment au projet. En tout cas, ça se voit, parce que je remarque vraiment, enfin moi, ce qui me marque vraiment, c'est l'état d'esprit des joueurs, c'est-à-dire leur capacité, leur envie de jouer, leur banane, voilà. Et ce qu'il n'y avait pas dans les précédents, probablement avec les précédents sélectionneurs. Et ça, c'est quand même quelque chose d'incroyable. On a à la fois acquis une certitude technique et les joueurs savent que faire, alors on a l'impression, et en plus de ça, ils semblent s'amuser. Donc pour l'instant, si ça continue comme ça, on peut être quand même optimiste. Alors parlons un petit peu de Sébastien Conchy, le gars qui est dans les instances fédérales, tu as quand même été directeur général, si je ne raconte pas de conneries, de la Fédération française de rugby, donc tu étais quand même très haut poste à partir de 2017, c'est-à-dire Bernard Laporte est élu en 2016, en 2017 il devient président de la Fédé, le vice-président Serge Simon, des copains à toi. Est-ce qu'il t'appelle naturellement à ce poste-là? Alors on a parlé un peu avant l'interview, mais tu le disais fort justement de cet entre-soi, mais tu me disais fort justement, l'entre-soi il existe dans tous les sports, il existe dans toutes les communautés. On ne va pas plus vous reprocher au rugbyman de vouloir bosser avec des gens que vous appréciez, quoi. C'est ce que tu disais. En fait, c'est exactement ça. Aujourd'hui, on parle de la diaspora de l'ENA, de la diaspora des grandes écoles. Et on sait très bien que Arts et Métiers, ils recrutent souvent des Arts et Métiers. Donc on ne peut pas reprocher à un rugbyman de recruter plutôt des gens avec qui il a... Parce que d'autant plus que, comme je te le disais tout à l'heure, je crois que ce sport a ça de particulier, c'est que quand on a joué avec quelqu'un, on n'est jamais mieux placé que en ayant joué avec lui que de le connaître. Donc aujourd'hui, Bernard et Serge me connaissaient. L'ancien directeur général de la fédération, c'était qui? Jean-Louis Barthès. Oui. C'est Gabanini aujourd'hui, je crois, qui t'a remplacé. Voilà. Donc c'était Jean-Louis Barthès qui était atteint par limite d'âge et parti à la retraite. Et donc quand Bernard et Serge se sont posé la question du renouvellement de la direction générale, ils voulaient quelqu'un qui soit dans le rugby, parce que ça tombait bien parce que j'avais un petit passé rugbystique, voilà. Et puis j'avais un profil de gestionnaire peut-être aussi, ce que tu es. Professionnel de gestionnaire, parce que j'avais travaillé dans la banque, dans l'assurance, dans l'industrie. Et donc c'est probablement ce profil un peu couteau suisse qui les intéressait. Et donc, alors tu n'avais pas un poste très médiatique. Qu'est-ce qu'il fait le directeur général, si tu veux, le directeur général, son métier, c'est de coordonner l'ensemble des services, c'est-à-dire les collaborateurs, pour que les commandes politiques soient exécutées. Voilà. C'est très simple dans la définition. Et très compliqué dans la réalité. Évidemment, comme tout, c'est beaucoup plus compliqué. Comme toutes les choses. Quand on prend un problème de l'extérieur, on a l'impression que c'est simple. Mais quand on a les mains dans le cambouis, on se rend compte qu'il y a des interactions qui sont beaucoup plus compliquées et beaucoup plus complexes. Mais c'était un métier passionnant. Tu l'as fait 5 ans. Oui, un peu moins de 5 ans. Je suis parti en fin juin 2021. Voilà, et tu es recruté ici en juillet 2021 pour faire la même chose à la Ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de rugby, dont le président est Michel Macary, un ancien joueur de rugby aussi. Donc on voit que l'entre-soi existe dans le rugby, mais parce que tous les mecs qui sont dans ces instances sont les anciens joueurs pratiquement, ou pas toujours? Non, enfin... souvent des anciens joueurs de rugby, pas forcément des anciens joueurs de rugby de haut niveau. Voilà.
Mais voilà, et puis je pense que mon profil intéressait aussi Michel, parce que j'avais une expérience dans la fédération, bah oui. que j'avais une expérience dans la gestion et que probablement il imaginait avec son bureau directeur que ma personnalité et mon CV pouvaient apporter à cette ligue. Voilà, j'espère qu'il. Tu les as pas déçus. Et j'espère qu'il. Voilà, j'allais te dire depuis un an que tu es là. Parle-nous, on va pas faire de bilan, mais tu arrives avec une feuille de route, ta carte blanche pour implanter ce rugby. Alors on va dire dans les 5 départements de l'Ancienne-Aquitaine, il était déjà implanté. Et la Nouvelle-Aquitaine, c'est 12 départements. Est-ce que le rugby est implanté du côté, je ne sais pas moi, de Guéret ou de Poitiers aussi bien qu'ici? En fait, ça fait partie un peu des nombreux axes de développement. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a aussi un des axes de développement de la Ligue, c'est de mieux faire pénétrer le rugby dans les territoires dans lesquels il est peu présent. Donc évidemment, la Creuse, ça en fait partie. Oui. Et effectivement, l'une des stratégies, c'est notamment avec le dispositif qui a été mis en place par la fédération des conseillers techniques de clubs, c'est-à-dire c'est rapprocher en fait des techniciens des clubs pour que dans les clubs il y ait plus de compétences et plus de capacité à accueillir les gamins. Bernard Laporte a fait plusieurs constats. Le premier constat, c'est que globalement le niveau des éducateurs dans le rugby était pas d'un très très bon niveau. On faisait plutôt appel à des parents qu'à des éducateurs et la formation, on se rend compte qu'il faut que ce soit professionnalisé, d'accord. Ça c'est un premier sujet. Et deuxième sujet, c'était que la perspective de la Coupe du Monde permettait de penser qu'on allait avoir un afflux de licenciés. Et il fallait surtout qu'on fasse différemment de ce qui a été fait en 2007. C'est-à-dire en 2007, il y a eu beaucoup de gamins qui ont été... On a fait plus 12 ou plus 15% de licenciés. Mais comme les clubs n'étaient pas structurés, les gamins sont partis l'année suivante. Donc il ne faut pas qu'on fasse ça. Il faut être en capacité d'accueillir les gamins et de leur donner du contenu pour qu'ils restent. Et en faisant monter en compétence les éducateurs dans les clubs, a priori on peut penser qu'on va améliorer la retenue des gamins. Voilà. Parce il y a une appétence forte, on est un des rares clubs, des rares sports collectifs qui gagnent en effectif après cette crise, avec cette pandémie de la Covid. Donc il faut qu'on continue. Et pour mieux continuer, il faut qu'on ait des éducateurs de qualité et qui donnent du contenu intéressant aux gamins. Parce qu'il n'y a rien de pire que des gamins qui viennent, qui s'entraînent et qui se font chier dans un entraînement. Voilà, il faut que les gamins soient contents de jouer, il faut que le plaisir revienne dans les clubs. Parce que c'est un des leitmotifs dans le sport. C'est que les gamins, au moins les gamins, je ne parle pas de la compétition, là je parle des gamins, au moins qu'ils se fassent plaisir. Voilà. Alors, la médiatisation du rugby, on voit très symboliquement, ce week-end, tu le sais bien, les Girondins descendent en Ligue 2. Ça ne te laisse pas indifférent, bien évidemment, puisqu'en 91, quand tu es champion, souviens-toi, les Girondins étaient relégués en Ligue 2. On l'a tous oublié, mais cette année-là était une année ô combien symbolique, les Girondins relégués en Ligue 2, et Bègles champion de France. Ouais. Allez, je te laisse imaginer ce qu'on peut penser cette année, la même chose. Bien sûr. On croise les doigts. On va croiser les doigts. On espère que l'histoire va se reproduire. Alors c'est vrai, vous avez quand même connu une médiatisation extraordinaire grâce à Canal, qui signe ce partenariat avec vous. Vous-même, au niveau de la Ligue Nouvelle-Aquitaine, vous allez avoir une initiative qui est le beach rugby. Vous allez aller à la rencontre des gens qui sont sur les plages. Qui va jouer au beach rugby? Ce sont des personnalités du rugby qui vont se retrouver sur le sable, ou alors c'est ouvert à tout le monde? C'est ouvert à tout le monde, notamment aux licenciés qui veulent monter une équipe de rugby. Oui. Donc une équipe de beach rugby, c'est 8 personnes. Nous, l'idée au niveau de la Ligue, c'était de faire une étape sur chacun des 4 départements côtiers, donc en Charente-Maritime, à la Tremblade, en Gironde, à Montalivet, à Cap-Breton, dans les Landes, et ensuite la dernière étape, c'est à Hendaye, début août. Et tout ça va se dérouler entre juillet et août. Exactement, ça démarre le 5-6 juillet et ça se finit le 5-6 août. Voilà. Donc l'idée, c'est que toutes les équipes sont bonnes à s'inscrire, que si on est licencié masculin, féminin, il n'y a pas d'équipe mixte, mais autrement il y a des compétitions masculin et féminin, et l'idée c'est de passer d'un bon moment et puis de vendre l'image du rugby, voilà. Et surtout l'idée majeure, c'est d'animer un peu et de montrer de nouvelles pratiques. Enfin, le rugby, comme tous les sports, a besoin de récupérer de nouveaux licenciés. Et pour ça, il y a un vrai développement des nouvelles pratiques, pratique à 10, le toucher, le beach, le set.
Oui. Ce sont des pratiques qui existaient moins il y a 20 ou 30 ans. Aujourd'hui, ça se développe parce que ça répond à des nouveaux besoins de pratique du rugby pour ces nouvelles générations. Voilà, c'est une évolution sociétale qui est majeure. Avant, moi, alors, je ne veux pas parler comme un vieux con, mais c'est vrai, de ma génération, on était impliqués toute l'année, et puis on savait que le mercredi, le vendredi, le week-end était pris. Aujourd'hui, les nouvelles générations veulent plus. C'était pas sexy le rugby à 30 ans. Excuse-moi, aujourd'hui c'est devenu un peu sexy. Bien sûr, mais pourquoi? Parce que je pense que de nombreux dirigeants ont œuvré pour que ça soit plus sexy, notamment Max Guazzini. Absolument. Aujourd'hui, énorme travail de les joueurs aujourd'hui sont beaux, ils sont musclés, ils sont costauds, ils sont sexy. Le calendrier du Stade français, et voilà. Il n'y a pas de bagarre, ça joue, ça se déplace, c'est médiatique. Il y a un public féminin qui est de plus en plus nombreux, qui adore ça, qui pratique. Il y a un public qui regarde les matchs et des licenciés féminines qui pratiquent de plus en plus. Hommage aux Lions de Bordeaux dont on a été Exactement. partenaire, qui sont en quart de finale, ou demi-finale je crois, demi-finale contre le Stade Toulousain. Demi-finale. C'est énorme ça. Non mais l'un des axes majeurs de développement du rugby, c'est la femme. Ouais. Voilà, c'est une réalité, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 30 La femme est l'avenir de l'homme et du rugby. Exactement, C'est ça. la femme est l'avenir de l'homme et du rugby. Alors dis-moi, est-ce qu'il y aura des stars sur ce beach rugby? Est-ce qu'il y aura des mecs de l'UBB qui vont passer? Est-ce qu'ils ont le droit? Est-ce que vous avez le Bien droit? sûr, on a fait. Tu peux nous annoncer quelques noms là? Est-ce qu'on va avoir du Jalibert? Est-ce qu'on va avoir des mecs comme ça? Normalement, Mathieu Jalibert et Jules Gimbert seront les parrains de l'édition de Montalivet. Voilà. Ouais. On aura quelques parrains, notamment peut-être Brice Dulin sur la Tremblade dans le 17. Oui. Et puis on est en train de finaliser sur les deux autres étapes que sont Cap-Breton et Hendaye. Voilà, donc on espère que l'an dernier on avait Alexandre Rouma qui était venu parrainer notre étape de l'été dernier. Voilà, donc on espère qu'il y aura énormément de monde, beaucoup d'équipes engagées et que le spectacle permettra de voir du rugby sur le sable et de belles actions surtout. Tu connais Assurance Tourix, Sébastien? Tu sais, il avait une peur, c'est que le ciel lui tombe sur la tête. Nous, ça fait à peu près un quart d'heure que le ciel nous tombe sur la tête. Puis tu as remarqué qu'on était stoïque. On n'a pas bougé, on est bien sur nos appuis. Donc on est bien, enfin moi j'ai pas le gabarit, encore que j'aurais fait un bon numéro 9. Moi, oui, mais tu prends moins l'appui que moi. Voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il faut te souhaiter, Sébastien, pour les mois qui viennent? Qu'est-ce que tu peux te souhaiter à titre personnel et qu'est-ce que tu vas souhaiter à l'UBB, à l'équipe de France Alors à toi, à titre personnel déjà. Au niveau personnel et professionnel, on a une fin de saison qui va j'espère, consacrer certains clubs de Nouvelle-Aquitaine dans les phases finales du championnat de France. Première chose, que la tournée du beach rugby se passe bien et qu'on ait de nombreuses équipes qui viennent se régaler lors de cet événement. Et puis à ma modeste mesure, une fin de saison pour l'UBB qui soit porteur de beaucoup d'espoir. Voilà. Et je souhaite aux Lyon d'être championne de France également. Ah, ça serait génial. Ce serait génial. Voilà. Merci Sébastien Conchy. Merci on à toi, avait Christophe. dit un sport de voyous joué par un gentleman. Ben, vous avez pu en avoir la preuve. La prochaine interview, les amis, on va changer de ballon. Ça sera un ballon rond. C'est Arnaud de Carly. Je ne sais pas si tu connais Arnaud de Carly. Non. Alors, c'est le vice-président du club scapulaire. Il y a encore des gens, et il en fait partie, qui croient que les Girondins peuvent revenir au plus haut niveau et des entreprises. Il a généré un panel d'entreprises dans le club scapulaire qui vont soutenir les Girondins. Parce que les Girondins le méritent. Et le mérite. C'était le rugby aujourd'hui, ce sera le foot très bientôt. Tout cela sur Aki Télé, on aime le sport plus que jamais. Salut, à très bientôt. Au revoir.